Monsieur Badinter, bonjour et Bonjour. merci infiniment d'avoir accepté de nous donner un peu de votre temps pour faire œuvre de transmission vis-à-vis de la PJJ et de l'ENPJJ qui donc célèbre ses 70 ans en ce moment. Votre nom est associé bien entendu pour nous tous et pour l'histoire à ce progrès majeur qu'a été l'abolition de la peine capitale. Mais vous avez été ministre de la Justice, garde des Sceaux pendant 5 ans, de 1981 à 1986, et vous avez de fait eu à diriger l'éducation surveillée. Vous avez été en tous les cas chef de cette administration parmi d'autres. Et nous avons, nous, à la PJJ, mémoire de vos engagements en faveur de l'enfance délinquante et de quelques aspects, en tous les cas, de traitement de l'enfance délinquante. Quel souvenir gardez-vous de cette période qui date donc d'il y a une quarantaine d'années, mais qui a duré quelques années? Oui, d'une façon générale, la politique que je prônais et que je mettais en œuvre était tout à fait combattue à l'intérieur de l'institution et par le public. J'étais, chacun le savait, avocat, donc enclin à protéger les délinquants. Bref, j'étais le ministre du crime, des criminels. Ce n'est pas une situation, je dirais, politiquement favorable, privilégiée. Vous avez évoqué l'abolition de la peine de mort. J'avais été en effet un des combattants premier rang de l'abolition, et mon nom était associé à de grandes affaires criminelles. Donc j'étais l'avocat des criminels. C'est la pire des conditions pour un garde des Sceaux. Ça, je peux vous le dire. J'oubliais complètement que j'avais plaidé bien d'autres affaires et que j'étais professeur de droit à l'université de Paris 1. Tout ça ne comptait pas. C'était pour le public et très mise en scène par l'opposition, j'étais le représentant des délinquants et des criminels à la chancellerie. Ce qui n'est pas, disons-le, particulièrement favorable pour une action qui tendait tout simplement, depuis fort longtemps, à améliorer les choses compte tenu de la pauvreté des moyens de la justice française. À l'époque, c'était très très bas le budget de la justice, donc il fallait s'en accommoder. Je disais toujours, les bonnes ménagères font de la bonne soupe avec peu d'argent. Nous, on fera la même chose. Eh bien, les choses étant ce qu'elles sont, les axes essentiels sont demeurés dans ma vie constants et je peux dire que, encore maintenant, il s'impose. Qu'est-ce que sont ces piliers de la justice s'agissant des mineurs en difficulté ou des mineurs délinquants? C'est d'abord et toujours s'en souvenir. Le mineur n'est pas un adulte. C'est pas un adulte en réduction. C'est un être en devenir. Et ce à quoi il faut veiller, c'est à sauvegarder son avenir, à le ramener vers ce qui se trouve être les difficultés, en effet, de la vie en société, mais surtout ne jamais perdre de vue l'essentiel, les valeurs, essayer de les lui faire entendre et tenter aussi de faire en sorte que dans son comportement, dans sa vie d'adulte, il se souvienne de ses principes acquis pendant qu'il est adolescent. Cette idée fondamentale, le mineur délinquant est d'abord un mineur, c'est-à-dire un enfant ou communément un adolescent en devenir, est l'axe même de ce qui doit être l'éducation surveillée. Vous n'avez pas affaire à des adultes, vous avez affaire à des enfants
et surtout à des adolescents en devenir, avec ce que cela implique de possibilités et aussi de périllosité. Là est la grandeur et la difficulté du rôle de l'éducation surveillée et des personnels qui y travaillent et se dépensent, je dois le dire, sans compter. Alors, à partir de cette évidence, pour moi, née quand même d'une fréquentation longue de la justice à l'époque, déjà, eh bien, avec Mme Ezrati, avec Favard, avec Colcombet, nous sommes efforcés de traduire ces principes en, je dirais, en termes politiques. Mais c'était pas, je veux dire, dans cette ligne que s'inscrivait le tempérament du public. Pour le public, il y a une angoisse naturelle, légitime de la violence. Et les jeunes délinquants apparaissent comme des porteurs de violence. Non. Ils sont aussi des adolescents avant d'être des délinquants. Donc, à partir de là, le reste suit. Je pense que cette politique a été très bien comprise par les personnels, que grâce en effet à Mme Ezrati, on a pu les faire entendre des magistrats et des éducateurs, que à cet égard, je vous dirais que mes convictions n'ont pas changé. Toujours voir dans l'adolescent un être en devenir. Pas le voir comme un délinquant en réduction. Vous savez, comme dans les tableaux, jadis on voit les infantes déguisées en reines d'Espagne. Non, c'est pas des adultes en réduction. Ce sont des êtres en devenir et auxquels il faut faire une particulière attention. Le reste en découle. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dépêcher de prononcer la décision, qu'il faut observer le parcours du mineur, le prendre en considération dans le cadre et de la prévention et de l'exécution des peines, et prévoir surtout la sortie. Alors, les métiers auxquels nous formons à l'école de la PJJ sont par définition, et je pense beaucoup aux métiers d'éducateur, très perméables au changement de la société, aux évolutions de la société, parfois au changement de valeurs, et on a le sentiment collectif d'une accélération du temps, notamment sur le sujet des valeurs. À quel changement précisément pensez-vous qu'une école comme la nôtre, une école du service public de l'État spécialisée en protection de l'enfance, donc qui forme des éducateurs, à quel changement pensez-vous que notre école doit être tout spécialement attentive aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tensions dans la société? Est-ce qu'il y a des problématiques d'affiliation républicaine, par exemple, auxquelles nous devons être particulièrement vigilants? Chaque génération produit des types de délinquance et de comportements asociaux. Mais une évidence demeure pour qui connaît l'histoire de la justice, c'est que il y a toujours eu des éléments plus fragiles au sein de la société, et notamment, ne jamais l'oublier, les adolescents. Jadis, au temps de ma si lointaine jeunesse, on parlait des J3. Les J3, on ne sait plus ce que c'est. C'était les cartes d'alimentation données aux jeunes adolescents avec un peu plus de lait. On disait les J3 pour désigner les adolescents. Il y avait eu un crime très mobilisé l'opinion publique commis par les J3, des J3, qui avaient nourri l'actualité. Et
j'avais à ce moment-là, j'étais un tout jeune avocat, j'avais mesuré que cette obsession du jeune qu'on appelait voyou, qu'on appelait J3, aujourd'hui peut-être d'autres termes, était constante dans la société. Simplement, c'était les modalités d'incarnation qui changeaient avec le temps. Après tout, si vous regardez le livre immortel de Hugo, Gavroche, c'est qui un jeune délinquant? Alors il a toutes les circonstances atténuantes, et on sait comment il meurt héroïquement, mais c'est quand même un jeune délinquant, Gavroche. Cette appréhension au double sens du terme, appréhension qui est à la fois peur et qui est à la fois compréhension. La peur est pour la société, la compréhension est pour les personnels de l'éducation surveillés. Comment réconcilier les deux, c'est l'affaire précisément de ceux qui forment les éducateurs. C'est pas facile. Mais au fond, quelle récompense au terme du parcours pour les éducateurs. Un adolescent qui est retiré là, in extremis, on pourrait presque le dire, du gouffre de la délinquance, c'est une victoire pour l'éducateur. C'est une victoire pour l'éducation surveillée. Prévenir, c'est dans ce domaine guérir. Le tout est d'adapter et les lois par les possibilités qu'elles offrent au traitement de la délinquance et les femmes et les hommes qui s'en occupent. Car, en définitive, tout, je dis bien tout, se joue à travers leur action. Et que le public n'en ait pas assez conscience, et que moi, au terme de cette longue carrière, j'en ai l'occasion, je tiens à les remercier. Oui, je considère qu'ils sont des militants, et des militants de ce qu'il y a de plus beau, la réinsertion au profit de ceux qui sont déjà sur la pente de la délinquance. Immense service rendu à la société, dont la société ne leur rend pas tellement compte. Je pense qu'en tous les cas, ils apprécieront beaucoup l'hommage que vous leur rendez. Dernière question peut-être, mais vous avez commencé d'y répondre finalement. Cet anniversaire, qui est le 70e de notre école, donc né en 1952, nous permet de nous placer dans le temps long. Nous autres agents publics, votre parcours politique et au-delà votre parcours de vie vous donne une autorité à laquelle nous sommes tous très sensibles. Dans le temps long, justement, quelles sont les permanences, les invariants qui fondent, de votre point de vue, les missions de justice et d'éducation? Est-ce qu'il y a des boussoles intemporelles pour exercer les missions de justice et d'éducation? Et à travers ce dernier mot, est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de délivrer à un jeune éducateur qui embrasse la carrière aujourd'hui? Vous dites 70 ans. Moi, la première fois que je suis allé dans un établissement pénitentiaire, c'était 72 ans. J'étais un tout jeune avocat en mobilette. Et je me souviens très bien de Fresnes, où il y avait encore des collaborateurs qui attendaient d'être jugés. Est-ce que, au regard d'un si long parcours où je me suis toujours intéressé à la condition pénitentiaire et plus encore
à la prévention de la délinquance, je dirais il y a des invariants, oui. Le premier des invariants, et c'est encore plus vrai pour la protection de la jeunesse, c'est que l'être humain change. Hugo avait une formule magnifique. Il disait « Ah, il y a un droit qu'on ne peut retirer à personne. C'est le droit de devenir meilleur. » Magnifique formule. Le devoir d'aider des adolescents ou des jeunes en difficulté, en péril, dirais-je, c'est fondé sur cette conviction et qui est chez moi un impératif de vie. Tout être humain a le pouvoir de devenir meilleur. Mais pour l'aider, pour l'assister, pour favoriser ce que j'appellerais cette ascension vers le meilleur, il faut des femmes et des hommes qui unissent le cœur et la compréhension. Pas seulement le cœur, pas seulement la compréhension, mais les deux à la fois. Ce sont, en effet, les mineurs, j'en reviens à l'essentiel des êtres humains en devenir, les aider à devenir des femmes et des hommes qui trouveront leur place dans une société souvent cruelle, difficile. C'est une très grande mission. Et c'est la mission que ceux qui travaillent dans l'éducation surveillée à tous les niveaux doivent constamment avoir en tête. Aider les êtres humains à devenir meilleurs, et particulièrement ceux dont nous avons la responsabilité, c'est-à-dire les jeunes, nos jeunes. Merci infiniment pour l'honneur que vous nous avez fait et le bonheur, je crois, que vous nous avez procuré, Monsieur Badinter, par cet entretien. Merci beaucoup et vous concluez magnifiquement notre anniversaire, notre 70e anniversaire. Je vous dirais simplement bon anniversaire.